Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Aujourd'hui, c'est lundi, et les lundis, évidemment, c'est Podium. Vous le savez, tous les lundis midi, on lance le nouvel épisode. Il est dispo sur YouTube, il est dispo sur les plateformes de podcast. On le publie aussi sur LinkedIn, donc vous ne pouvez que nous trouver. Épisode 14 aujourd'hui, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est parti avec mon collègue Jérôme. Et donc aujourd'hui, on va vous parler comme d'habitude de trois sujets, trois de un jusqu'au plus intéressant par rapport à nous, et on va essayer de le vulgariser pour vous, pour que ce soit plus accessible et digeste. De quoi est-ce qu'on va parler, Jérôme, aujourd'hui? Salut Julien. Alors aujourd'hui, premier sujet, on verra tout ce qui est modération au niveau des comptes publicitaires de Google. Donc vous avez peut-être déjà eu ça, votre compte publicitaire, je parle plutôt de Facebook, qui est coupé du jour au lendemain. Aucune explication, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça arrive, c'est déjà arrivé, ça continue à arriver. Mais ici, voilà, tu nous en diras un petit peu plus au niveau de Google. On reviendra sur l'étude We Are Social, Capios, qu'on avait déjà évoqué au début de l'année, qui reprend tous les chiffres au niveau des plateformes sociales, au niveau du digital, mais au niveau social aussi, avec l'update qu'on a eu pour le premier trimestre. Et on verra un petit peu comment ça se débrouille au niveau des réseaux sociaux. Et on terminera avec les bilans financiers des plateformes. Donc on verra du LinkedIn, on verra du Facebook, on verra du Microsoft et du Alphabet pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce que ça représente au niveau des chiffres et un petit peu l'évolution. Ok, eh bien écoute, on part sur la troisième place du podium aujourd'hui. Alors, on va parler d'un article, comme tu le mentionnais, au niveau de la modération sur Google, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire, et comment est-ce que Google peut bloquer ou pas votre compte. Donc c'est assez important qu'on fait de la publicité sur certains thèmes. Donc ici, ça va être bien de rappeler un petit peu comment ce système fonctionne. Donc c'est ce que Google appelle a three strike ads system. Donc en fait, ça veut dire que si vous faites des annonces ou que ce soit YouTube, Display ou Search qui sont contraires aux règles Google qu'on reprendra après, vous allez avoir tout d'abord un premier avertissement, c'est-à-dire que vos ads vont être posés, vous allez avoir un avertissement vous invitant à les adapter. Ensuite, si vous violez à nouveau les mêmes règles, alors à ce moment-là, vous aurez le first strike qui va arriver. Donc ça veut dire que votre compte va être placé on hold pendant 3 jours, donc plus d'ads qui tournent pendant 3 jours. Si, une fois que votre compte est libéré, si vous le faites à nouveau et que vous êtes encore pris la main dans le sac, c'est le second strike. À ce moment-là, votre compte va être bloqué pendant 7 jours. Donc pas d'ads qui tournent pendant 7 jours, on peut rien faire. Et si finalement votre compte est libéré et vous le refaites encore une troisième fois, ça veut dire que vraiment là, vous avez rien compris. Et alors là, Google en a assez et vous dit, OK, voilà, maintenant ton compte il est bloqué. On t'a envoyé un warning, on t'a bloqué 2 fois pour 3 jours et 7 jours. Tu le refais encore une fois, on n'accepte pas, on bloque le compte. Donc, pas de surprise comme en Facebook où on arrive le lendemain matin, on voit son compte bloqué, on ne sait pas trop pourquoi du jour au lendemain. Ici, Google laisse quand même aux publicitaires le temps de pouvoir modifier les annonces en leur expliquant pourquoi elles sont pas OK. Mais voilà, si vous êtes sur le fil du rasoir et que vous voulez jouer avec les policies, libre à vous, mais sachez que voilà, après 2-3 avertissements, eh bien votre compte sera bloqué définitivement. Alors, pour revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire et surtout qu'est-ce qu'on a le droit de pas le droit de faire, pardon, au niveau des annonces Google, je vous en prends quelques-unes. Euh, Tout ce qui concerne le sexe, on n'a pas le droit de le faire sur les plateformes Google. Si vous voulez le faire, il y a d'autres plateformes spécifiques pour ça. On ne peut pas faire tout ce qui est clickbait. On en avait parlé avec Jérôme dans un article précédent où Facebook aussi serrait la vis sur tout ce qui était engagement bait, clickbait. C'est pareil au niveau de Google. Ils veulent essayer de limiter un maximum ce genre de pratiques. Les designs qui induisent en erreur, on l'a vu souvent, voilà, pour vous faire cliquer exprès ou pour vous induire en erreur et vous faire cliquer, c'est-à-dire ressembler à un élément qui n'est pas une pub, comme ça vous ne pensez pas que c'est une pub et vous cliquez. Ce genre de comportement, ils ne sont pas d'accord. Tout ce qui est options binaires, forex, même les cryptos, c'est assez compliqué. Ils sont pas trop d'accord. Tout ce qui est crédit personnel, pour éviter évidemment tout ce qui est fraude là derrière. Tout ce qui est médicaments, on n'a pas le droit non plus. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a tout un tas de catégories qui sont un peu entre les deux, comme par exemple l'alcool, ou comme par exemple les jeux d'argent, les paris sportifs, où là, vous pouvez le faire sous certaines conditions, c'est-à-dire que vous devez avoir des licences. Par exemple, pour les paris sportifs, vous devez avoir une licence de jeu. Pour la Belgique, être affilié à un casino réel, et alors là, vous pouvez le faire. Donc, il y a certains segments, certaines verticales pour lesquelles vous devez avoir des autorisations pour pouvoir le faire, mais vous pouvez le faire. Il y en a d'autres où c'est interdit, comme je l'ai mentionné là tout de suite. Donc voilà, faire un petit peu attention avec ça, mais je veux dire, ne vous inquiétez pas trop. S'il y a quelque chose qui n'est pas OK au niveau de Google, ils vont vous avertir d'abord, vous avez le loisir de le changer. Vous pouvez toujours contacter le support de Google pour demander des explications et voir si cette pénalité que vous avez eue est bien réelle, est bien valide, ou alors, voilà, si vous pouvez pas discuter avec eux et trouver des solutions. Vous avez 3 cartes à jouer, donc
Si votre compte est bloqué, c'est que vous l'avez vraiment voulu. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Est-ce que toi, Jérôme, du côté des réseaux sociaux, tu as déjà eu le cas d'avoir justement tes comptes qui étaient bloqués du jour au lendemain? C'est déjà arrivé. Donc il y a des moments, il y a une espèce d'effet de balancier. Donc tu sais pas pourquoi Facebook décide du jour au lendemain de resserrer la vis ou certaines fonctionnalités voilà, qui sont plus problématiques. On l'a déjà eu pour des comptes dans lesquels le client n'avait pas mis en place la double authentification. Donc ici, c'est juste un conseil global de sécurité. Pour tous vos comptes, honnêtement, tous les comptes réseaux sociaux, tous les comptes, même vos Gmail, tous vos passwords, on vous recommande toujours de mettre à jour cette double authentification. Donc si jamais la plateforme reconnaît un login qui est inhabituel, il va vous demander un code qui est envoyé dans votre téléphone. Ici, malheureusement, un client n'avait pas mis ça en place. Son adresse mail a été piratée. Pendant la nuit, on a des hackers qui sont rentrés, qui ont dépensé 500 euros sur le compte. Facebook s'en est rendu compte, pardon, il a bloqué le compte, sauf qu'entre-temps, même si la dépense était frauduleuse, tout le compte a été bloqué, suspendu. Impossible de faire quoi que ce soit au niveau de Facebook pour récupérer le compte. Donc on a dû créer un deuxième compte, malgré des essais d'explication auprès de Facebook. Honnêtement, rien à faire par rapport à ça. Ce qui arrive par contre plus fréquemment, ici c'est quand même des exceptions, ce qui arrive plus fréquemment, c'est que des publicités soient refusées. Et donc on peut faire un review, on peut demander à Facebook, ici cette publicité, j'estime qu'elle est quand même dans les règles de Facebook, qu'elle n'enfreint aucune règle. Est-ce que vous pourriez revoir votre position, valider ma publicité? C'est des choses qui arrivent assez fréquemment et généralement on obtient des résultats positifs. Facebook garde la publicité, en tout cas la valide. Par contre, on a certaines publicités qui sont à la limite. Et donc, vous avez voulu parler, par exemple, de politique, d'élection, d'enjeux de société, et surtout enjeux de société. Les deux autres sont assez flagrants. Mais si vous avez une publicité qui va parler, je sais pas moi, de durable, de tout ce qui est durable, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est cause sociétale, il se pourrait très bien que Facebook vous refuse la publicité telle qu'elle est, mais vous demande de rajouter un disclaimer en disant cette publicité est payée, sponsorisée par telle entreprise pour lesquelles j'ai accès à l'adresse email, au numéro de téléphone, à l'adresse postale. Et en plus de ça, dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, tout le monde aura accès aux dépenses qui ont été faites, au montant qui a été investi sur cette publicité. Donc ça, c'est un petit peu les cas de figure pour lesquels on peut avoir des blocages. Le blocage du compte publicitaire, honnêtement, à part des hacks, c'est exceptionnel d'avoir un compte qui soit bloqué. Généralement, ça pourrait peut-être se débloquer. Ce qui arrive beaucoup plus souvent, ce que je disais ici juste avant, c'est des publicités qui sont, elles, refusées. Par contre, c'est ce que tu disais un peu avec le Three Strike, il faut pas que ça arrive trop souvent non plus. Si chaque publicité que vous faites est à la limite, à un moment ou l'autre, votre compte peut en pâtir aussi. Donc, il y a une espèce de système de score. Le score peut être de plus en plus négatif et vous avez dans Facebook un espèce de sanity check qui vous montre l'historique de tous les reviews, de tous les requests que vous avez déjà eu sur votre compte. Donc, au plus il y en a, grosso modo, au plus vous alourdissez votre dossier et potentiellement, au plus vous êtes à risque aussi. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses dans Facebook. Ce que tu disais ici sur Google, il y a des choses. Il faut quand même prendre des pincettes par rapport à ce qu'on veut mettre en place comme sujet. De nouveau, tout ce qui était, à l'époque, on travaillait pour un client dans le CBD. Si vous n'êtes pas whitelisté, honnêtement, ça passera pas. Vous avez peut-être d'autres sujets qui sont aussi couverts là-dedans. Donc, voilà, il faut toujours faire attention aux sujets pour lesquels on veut faire la publicité. Est-ce que c'est accepté ou non? Et quand on fait des requests for review, le faire de temps en temps. Si ça arrive tout le temps, posez-vous quand même les bonnes questions par rapport à ça. Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous envoyez des annonces, que ce soit en Google ou en Facebook, c'est d'abord un algorithme, un robot qui va checker les publicités et voir si elles enfreignent les règles ou pas. Et alors, à partir du moment où vos ads sont, par exemple, désactivés ou ne sont pas acceptés par les plateformes et que vous faites un appel, eh bien là, justement, un humain va venir regarder les annonces et dire, voilà, ben, ça, j'estime effectivement que c'était pas bon, l'algorithme avait raison, ou non, en effet, avec ce contexte-là, vous pouvez le faire. Donc, n'oubliez pas aussi, c'est pas quelqu'un chez Google qui vous veut du mal. Non, c'est d'abord des robots et des algorithmes qui décident en fonction des règles qui sont mises dans ces algorithmes. Ok, je te propose qu'on passe sur le deuxième article de ce podium aujourd'hui, les chiffres We Are Social, toujours une étude super intéressante pour voir un petit peu ce qui se passe en Belgique. Oui, alors c'est toujours intéressant de le voir au niveau annuel. Donc on a l'étude globale mondiale et puis on a l'étude belge qui nous donne pas mal de chiffres qu'on peut exploiter tout au long de l'année. Mais au niveau mondial, on a des updates qui sont faits au niveau de chaque trimestre. Et donc ici, on est fin avril. Donc on a fin avril, début mai. Donc on a ici l'update qui a été fait pour le Q1. Et donc ce que nous dit l'étude, c'est qu'au niveau mondial, on a un certain tassement au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, c'est comme si on avait atteint un palier. Alors, on le voit sur le nombre d'utilisateurs, d'internautes par rapport au nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux.
on est à 85-90%. Donc, on atteint un petit peu un plafond. On a eu 2 années qui étaient, on l'a déjà dit pour du e-commerce, on l'a déjà, je pense, évoqué aussi pour les réseaux sociaux, des années qui étaient anormales. Les confinements ont modifié profondément les comportements digitaux des gens. On a pas mal de gens qui sont tournés beaucoup plus qu'avant vers les réseaux sociaux. On a vu que des plateformes comme TikTok se sont pas mal sorties de tout ça. Donc ici, on a un certain ralentissement de la croissance au niveau des différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Ici, on vous fait l'impasse de vous parler du rachat de Twitter par Elon Musk. C'est pas le but de l'évoquer aujourd'hui. Mais parmi toutes ces plateformes, on en a une, alors voire deux, qui s'en sortent très bien. Une pour laquelle je ne vais pas rentrer trop les détails, qui est Snapchat. On vous en a parlé la semaine dernière, hein, en vous disant qu'elle continue à bien évoluer. Et l'autre qui évolue très fortement, sans surprise, c'est TikTok. Donc TikTok a fait sur le premier trimestre quasiment 1 million de nouveaux utilisateurs par jour. Donc ça vous donne un petit peu un volume ici des utilisateurs. C'est plus 10% sur un trimestre. Donc c'est quand même assez dingue comme chiffre. Donc voilà, on a des plateformes qui arrivent à un certain niveau, qui plafonnent, et d'autres qui continuent à exploser. On va se dire, ok, voilà, TikTok, ça a atteint un certain volume d'utilisateurs, ça ira pas plus loin. Ben non, ça continue à grandir. Et par contre, ce qui est le plus intéressant, et c'est des choses qu'on évoque assez peu, sur lesquelles on a assez peu de prise, ou les gens n'ont peut-être pas bien conscience, c'est que dans TikTok, on a aussi un système d'achat in-app. Donc on peut acheter, on peut remercier des créateurs en achetant des petits cadeaux. Et donc, grâce à ça, il y a plus de 600 millions de dollars qui ont été dépensés sur la plateforme, sur TikTok, pour acheter des crédits, pour remercier des créateurs de contenu. Et donc, on peut acheter, donc on achète des coins, on va acheter de la monnaie virtuelle. Je ne vais pas comparer ça à des NFT ou quoi que ce soit, mais c'est juste, j'achète des crédits qui sont convertis en monnaie TikTok. Avec ça, je peux offrir des objets à les personnes qui ont créé du contenu. Et donc, tout cet écosystème d'achat in-app, de personnes qui vont acheter des crédits, ça représente sur un trimestre plus de 600 millions de dollars. Et si on le combine avec l'autre application chinoise qui appartient aussi à ByteDance, on est à 850 millions de dollars dépensés sur les plateformes. Donc voilà, c'est assez dingue. Et c'est, je trouve, assez intéressant de voir TikTok d'une autre manière, de voir TikTok sous l'angle, voilà, création de contenu, tout ce qu'on a déjà pu raconter par rapport à TikTok, mais aussi par rapport à l'aspect dépenses dans la plateforme. J'achète des crédits. Avec ces crédits, je vais rémunérer d'autres personnes. Je vais offrir des petits cadeaux. C'est des choses, je pense que la plupart d'entre vous, et toi et moi aussi, Julien, on en a parlé un petit peu, c'est pas des choses avec lesquelles on est plus familière, ou en tout cas, le chiffre était en soi assez interpellant. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, tout ce qui est in-app. Ça me fait penser aussi à, c'est ce qu'on voit déjà beaucoup depuis des années dans les jeux vidéo, où tu pouvais acheter des crédits dans les jeux vidéo pour acheter de nouveaux items. Je prends l'exemple de certains jeux de guerre où voilà, vous pouviez acheter, enfin vous payez sur le PlayStation Store ou le Xbox Store et vous pouviez acheter des armes ou des véhicules ou autres pour jouer dans les jeux, ou des costumes aussi dans les jeux, et ça se fait beaucoup. Donc c'est vraiment l'économie dans les jeux était vraiment déjà quelque chose de très très développé. Ici, ce que TikTok a fait, c'est que ils ont amené ça au niveau d'un réseau social finalement, ou plutôt que d'acheter des items dans des jeux, vous remerciez des créateurs pour le contenu qu'ils produisent en leur achetant, comme tu dis, des choses à l'intérieur de l'app. Donc non, c'est assez intéressant, et effectivement là-dedans, TikTok est grand gagnant évidemment, puisque d'une part ils vendent de la publicité comme tous les autres, mais d'autre part ils ont aussi cette économie à l'intérieur de leur propre plateforme avec leur monnaie, et c'est ce qu'on peut acheter pour les créateurs, sur lequel évidemment ils prennent un pourcentage. Et donc ça leur permet de finalement double monétiser leur application au lieu de simplement la monétiser avec de la publicité. Donc encore, ouais, bravo eux sur ce coup-là, parce qu'ils sont vraiment adaptés à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe dans le jeu vidéo, à ce qui se passe ailleurs. Ils sont pas fermés dans leur plateforme en disant voilà, on est juste un autre réseau social et on va faire comme les autres réseaux sociaux. Non, on est un nouveau réseau social, et qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer des autres et pour finalement avoir un business model qui soit un petit peu différent de ce qui se passe ailleurs, et qui puisse ne pas reposer juste sur la publicité, mais reposer peut-être aussi sur autre chose. Et quand on voit le volume que ça génère derrière, on parle presque en milliards sur un trimestre de choses achetées dans l'app, c'est fou. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les mois et années à venir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre finalement que acheter des petits gadgets qu'on peut envoyer pour remercier un créateur? Je pense que c'est amené à évoluer et à aller encore plus loin. Donc, à ce niveau-là,
Est-ce que on peut peut-être se poser la question d'ailleurs, Jérôme, est-ce que ça va arriver dans les autres réseaux sociaux? Parce que c'est ce qu'on voit souvent, hein, quand il y a quand il y a une nouveauté ou un feature dans un des réseaux, ben, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent derrière? Ben, ils disent, ah, ben, tiens, c'est intéressant comme truc, on va peut-être le faire aussi. Donc, est-ce qu'on verra ça dans les mois à venir dans d'autres plateformes? L'avenir nous le dira, mais je pense que c'est intéressant à garder à l'œil, ouais. Mais ce que tu disais, toi, le fait de copier ça dans d'autres plateformes, tu l'as aussi d'une certaine manière. Twitter avait le programme Twitter Blue aussi, tu vois, de pouvoir payer pour avoir accès à plus ou des exclusivités en termes de contenu. Instagram est occupé à remodeler aussi son algorithme pour mettre plus en avant les créateurs. Et donc ici, c'est voilà, si vous étiez juste une personne qui partage les contenus, qui fait des petits gifs et tout ça, bah, vous serez déprécié. Ou si vous preniez votre TikTok pour le mettre sur Insta, vous serez déprécié. On remet un focus sur les créateurs. C'est pas impossible, et je pense que ça avait été discuté aussi, qu'il y ait des systèmes de micro-abonnement pour être en contact direct, exclusif avec des créateurs de contenu. Donc on voit toute cette monétisation commence à se développer un petit peu partout. Il faudrait aussi évoquer Twitch. Je pense là-dedans, je suis pas suffisamment expert sur le sujet, mais je pense que Twitch doit travailler aussi avec ce genre de système. Mais on voit qu'on peut faire des micros achats qui te donnent accès à des features qui sont un petit peu exclusives. Tu restes dans une plateforme qui est gratuite pour une grosse majorité, mais on voit quand même un petit peu ce positionnement de je vais faire des petits micros achats. On va valoriser certaines choses, que ce soit du contenu. Et donc ici, on est dans les valorisations de création de contenu. Et donc c'est un petit peu le point, ce que tu disais, de développement, je pense, pour pas mal de plateformes, de dire on a des gens qui créent du contenu, on va faire en sorte de les valoriser au niveau de l'algorithme, on va faire en sorte aussi que leurs audiences les valorisent en achetant des crédits, en leur donnant de l'argent, là où nous, en plus, en tant que plateforme, on peut aussi les financer, mais on va avoir une double source de financement possible auprès de certains créateurs de contenu qui sont les grosses locomotives qui apportent des utilisateurs sur la plateforme. Et puis c'est win-win aussi, puisque finalement, dans cette équation tripartite, tout le monde est content. C'est le créateur va être poussé à continuer à produire du contenu parce qu'il est remercié de manière financière derrière. TikTok est content, la plateforme est contente parce que elle prend une commission derrière, certainement. Et de l'autre côté, en tant qu'utilisateur, au lieu d'être utilisateur passif et juste consommer le contenu, on peut devenir utilisateur actif et justement faire évoluer cette plateforme aussi en aidant les créateurs de contenu à continuer à produire du contenu. Parce que c'est ce qu'on voyait beaucoup au niveau de YouTube. Quand vous regardez des YouTubeurs, ils vous demandent toujours de vous abonner, de suivre la page, de subscribe au channel parce que eux vivent de la publicité ou alors du sponsoring qu'ils font dans les vidéos de produits. Ici, justement, en tant qu'internaute qui visionne ce contenu, plutôt que simplement le visionner et voir deux pubs pendant la vidéo YouTube et savoir que ça rémunère le créateur, vous allez pouvoir être actif et dire, OK, ce créateur-là, j'aime bien ce qu'il fait, je veux le soutenir. Voilà, je lui file des coins au sein de la plateforme et ça va l'aider à pouvoir continuer à produire ce contenu. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant et c'est un scope vraiment intéressant et un tournant qu'a pris TikTok à ce niveau-là. Donc, gardons mon œil là-dessus parce que je pense que c'est un modèle qui est amené à se développer plus dans les réseaux sociaux peut-être ou autre part, mais assez intéressant en tout cas. Toujours en restant sur plus ce mode business, passons sur le dernier article, alors la première place de ce podium aujourd'hui. Hier, c'était l'annonce des bilans financiers des grosses boîtes tech hier soir, le 27. Donc, on a découvert les chiffres ce matin assez intéressants, on va vous les partager aujourd'hui. On va faire un focus sur Google, Bing, LinkedIn et je pense, Jérôme, tu auras aussi quelques chiffres à nous partager sur Facebook. Alors, on va partir ici. D'abord avec nos amis de chez Google. Donc Google, vous le savez, fait partie du groupe Alphabet, comme Facebook et Instagram font partie du groupe Meta. Donc on va parler d'Alphabet aujourd'hui. Alphabet, pour le premier trimestre 2022, annonce un revenu de 68 milliards de dollars. Okay, donc 68 milliards. Et on peut se dire, voilà, tiens, Google fait plein de choses, Alphabet fait plein de choses. Quelle est la part de la publicité sur Google dans ces 68 milliards? Eh bien, la part est énorme. Dans ces 68 milliards, il y a 54,7 milliards de revenus qui a été généré avec la publicité Google. Donc, on voit vraiment que c'est leur locomotive et que ça représente vraiment la grosse majorité des revenus qu'ils font. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut le comparer à 2021? Parce que c'est ce qu'on fait beaucoup, on en parle, 2020 et 2021 étaient des années anormales. Est-ce que ça suit cette tendance ou pas? Eh bien, on voit que les investissements et l'argent qui est dépensé en Google ne fait qu'augmenter. Donc ici, je vous disais, en Q1 2022, on a 54,7 milliards de revenus pour Alphabet, pour tout ce qui est partie Google Advertising. C'est 22% de plus que l'année passée pour la même période. Tu as 44 milliards l'année passée. Donc vous voyez, l'investissement continue d'augmenter. Les publicitaires continuent d'investir dans les plateformes de plus en plus. Alors, il nous donne aussi ici un petit breakdown de ces 54 milliards pour savoir finalement
dans quel outil Google a été dépensé cet argent? Le search arrive toujours en tête avec presque 40 milliards, d'accord, sur ces 54. Donc, Google Search et les plateformes search sont toujours les plateformes qui ramènent le plus de revenus, 24% de plus par rapport à l'année passée. Donc, vous voyez, c'est énorme, c'est un quart en plus. Au niveau de Google Network, là, on est à 8,2 milliards et YouTube arrive en troisième avec 6,9 milliards. YouTube est en augmentation de 14% par rapport à l'année passée. On aurait pu penser que c'était YouTube qui allait prendre le pas au niveau de l'évolution du revenu. Ben non, on voit que c'est toujours le search qui évolue avec 24% de plus que l'année passée. Donc ici, vraiment des chiffres qui sont vraiment énormes. On nous donne quelques statistiques un peu supplémentaires ici. Aussi l'impact de la Russie et de la guerre en Russie. On peut se dire, ben voilà, à cause de la guerre en Russie et le fait que Google a arrêté la vente de publicité sur le territoire, on peut se dire, ben voilà, est-ce que ça a eu un impact vraiment réel sur Google? Et en fait, on se rend compte que non, d'après les revenus de Google qui nous partagent, à peu près 1% de leurs revenus étaient générés en Russie en 2021. Donc le fait d'avoir arrêté les publicités là-bas, euh, bon, on parle quand même 1% de milliards, donc ça fait quand même beaucoup d'argent, on est d'accord, mais ça représente pas grand-chose au niveau de leur portfolio. Donc voilà, ça leur a pas fait extrêmement mal. C'est plus effectivement un coup de pub. Alors ici, on peut comparer avec le concurrent au niveau du search. On a parlé, voilà, gros revenus sur le search pour Google. On peut comparer avec Microsoft, avec Microsoft Bing pour ceux qui connaissent un petit peu le petit poussé du search. Eh bien ici, Microsoft a quand même un revenu total de 50 millions. Donc ça, Microsoft fait plein de trucs qui sont pas que sur la publicité. Et le revenu combiné au niveau de la publicité, ce qu'on nous donne ici, au niveau du search advertising et news advertising au niveau de Microsoft, ça représente 2,9 milliards. D'accord? Donc ça a quand même augmenté aussi, mais voilà, ça reste toujours plus petit que Google, ce qui est normal aussi. Alors finalement, pour fermer ce top 3 ici, on a aussi eu les revenus au niveau de LinkedIn. Donc LinkedIn a un revenu ici qui s'élève à 3,4 milliards et c'est 34% de plus finalement que l'année passée où ils étaient à 2,6 milliards. Donc le revenu a vraiment augmenté de 61% d'année en année. Donc grosse augmentation pour LinkedIn. Je pense qu'ils doivent être contents dans les bureaux. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les investissements publicitaires continuent à augmenter sur Google, ils continuent à augmenter sur Microsoft, ils continuent à augmenter sur LinkedIn. Jérôme nous parlera dans un instant de Facebook. Donc, les publicitaires, après ce rush de 2020 et 2021, ils se sont dit, ben voilà, on s'est digitalisé, maintenant il faut continuer. Et donc, on voit que les investissements continuent à augmenter. Qui dit plus de personnes qui font de la publicité sur ces plateformes, dit inévitablement une augmentation des coûts parce qu'il y a plus de compétition et donc il ne faut pas s'attendre à ce que les coûts publicitaires aillent en diminuant, que les coûts par clic ou que les CPM aillent en diminuant. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Je te passe la parole, Jérôme. Est-ce que tu as des chiffres au niveau de Meta? Oui, donc ici c'est bien Meta, hein, donc c'est pas uniquement Facebook, c'est toute la plateforme du groupe. Ils sont en augmentation aussi, donc la tendance que tu évoques se confirme aussi. Après, ça vaudra toujours la peine de comparer de trimestre en trimestre et de le faire aussi de manière annuelle. On a certains trimestres généralement qui sont peut-être un peu plus faibles. Q3 a toujours tendance à être un petit peu plus faible au niveau des investissements. Ici, en tout cas sur Q1, ils font plus 7% par rapport à Q1 2021. Ils sont à quasiment 28 milliards de revenus. Donc on voit qu'au niveau du groupe Meta, ça continue à bien se passer et ça se passe bien sur tous les indicateurs grosso modo. Donc ici on a les revenus financiers, mais on a aussi tout ce qui est utilisateurs actifs quotidiens qui augmente aussi de 4% sur base annuelle. Tout ce qui est aussi mensuel qui augmente aussi. Alors on n'est plus qu'à 3%. On voit qu'au niveau du groupe Meta, on a quand même encore une croissance qui continue à arriver au fur et à mesure, même si on a une concurrence qui est de plus en plus féroce au niveau des autres plateformes d'investissement publicitaire pour les réseaux sociaux. Donc voilà, ici, on a quelques plateformes pour lesquelles on a pu avoir les chiffres. Dès qu'on en a plus, on vous en donne aussi. Ici, j'ai pas le split uniquement au niveau des publicités, mais généralement par le passé, honnêtement, c'était quasiment 80 ou 85% qui étaient générés par les publicités au niveau du revenu du groupe Meta. Il n'y a pas de raison que ça ait changé entre-temps. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une petite idée des chiffres, de pouvoir les comparer. Ici, Meta, c'est 28 milliards. Google, Alphabet, c'était à plus de 60 milliards. LinkedIn, on est à 2 ou 3 milliards. Donc ça vous donne un petit peu les idées d'ordre de volume des revenus qui sont générés par ces groupes, qui sont, honnêtement, c'est gigantesque en termes de revenus. Et ici, on parle juste en base trimestrielle, on n'est même pas en base annuelle.
Donc, faites grosso modo x4, vous aurez une idée du revenu de ces entreprises sur un an. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ça continue à augmenter effectivement. Au niveau des coûts dans les plateformes, pour le moment, il n'y a pas de raison que les choses repartent à la baisse. On l'a vu, on l'a déjà parlé par le passé. Les coûts ont tendance à augmenter, peu importe les campagnes sur lesquelles vous allez vous situer. On n'a pas une diminution pour le moment fondamentale et drastique des CPM, des CPC. Aussi des choses à suivre dans le futur. Ouais, exactement. Et comme tu le disais, au niveau des chiffres Facebook, on pense toujours que, et c'est ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est Facebook est mort, il y a TikTok qui arrive, il y a les autres plateformes qui explosent et Facebook c'est fini. Puis quand on va regarder les chiffres réellement, on voit que oui, il y a parfois des petits bugs au niveau de Facebook. Voilà, il passe dans la presse, il y a des mauvais articles, des genres de choses, mais on voit que finalement derrière, les publicitaires font toujours confiance à la plateforme. Le revenu continue d'augmenter, pas aussi fort que des jeunes plateformes qui ont encore beaucoup de parts de marché à prendre, bien sûr, mais les revenus continuent à augmenter, la base d'utilisateurs finalement ne diminue pas, même si elle augmente plus de 20% à chaque trimestre, eh bien elle augmente toujours de quelques pourcents, mais quelques pourcents de millions, de centaines de millions, de milliards d'utilisateurs, ça fait toujours beaucoup. Et donc, comme on le disait avec Meta, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils sont toujours là, ils font toujours du revenu, ils ont toujours une base d'utilisateurs qui augmente. Effectivement, la concurrence est féroce, donc c'est bien aussi pour la compétition de voir un petit peu où le média est dépensé. Mais donc effectivement, ici, on voit une plus grosse augmentation des dépenses sur Google que sur les plateformes Meta. Mais voilà, Meta reste toujours dans ce média mix un des deux plus gros acteurs. Mais écoute, Jérôme, je te remercie pour cet épisode bien intéressant. C'était chouette d'une fois parler de chiffres de ces plateformes. On parle toujours beaucoup de techniques et d'actualités et de news qui sortent. Bah là, une fois faire un focus sur les chiffres, je trouve que c'était aussi intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours le lundi. Salut Jérôme. Ciao, salut Julien.